Le Sovaldi coûte cher. Alors, pour la première fois de sa carrière, le docteur Melin n'a pu soigner que 15% de ses patients. Avant, tous les patients qui avaient une hépatite pouvaient être traités. Aujourd'hui, les coûts de traitement font qu'on nous demande de ne traiter que les patients les plus sévères. On est obligé de trier les malades aujourd'hui. Salut. Il est rare qu'une enquête commence par un sourire. Et pourtant, ce jour-là, ce médecin a toutes les raisons de nous laisser filmer cet échange porteur d'espoir. Donc la bonne nouvelle, c'est, vous les avez reçus par courrier, c'est que votre hépatite C aujourd'hui, elle est indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement. Donc il n'y a plus de virus. C'est bien ça. OK. Donc ça définit la guérison. Voilà. Donc ça, on en est sorti. On y va. Karine a une hépatite C, comme environ 300 000 Français. Une affection du foie, parfois mortelle. Mais aujourd'hui, elle est hors de danger grâce à un traitement révolutionnaire et très onéreux, le Sovaldi. J'ose pas y croire, honnêtement, après 15 ans de galère, avec 3 traitements plus celui-là, j'ai du mal à y croire. Eh bien, tant mieux, on va y arriver. Mais bon, c'est que du bonheur. Voilà. Un médecin heureux, un patient sauvé. Ailleurs dans le monde, le Sovaldi guérit aussi des malades. Quelques jours plus tard, nous enregistrons la même scène à 8000 km de là, à Dhaka, la capitale du Bangladesh, où Selim accompagne sa mère Jasmine à l'hôpital. Respirez profondément. Dans ce pays, pourtant l'un des plus pauvres de la Terre, Jasmine est soignée avec le même traitement. On ne trouve plus de traces du virus dans votre sang. Toute l'infection aura bientôt disparu. Il faut continuer et vous serez bientôt complètement guéri. Comment Selim, qui gagne 200 € par mois, peut-il payer les médicaments de sa mère? Au Bangladesh, le médicament est très abordable. Mais apparemment, ce n'est pas le cas dans certains autres pays. Certains autres pays, comme la France. Au Bangladesh, une pilule de ce nouveau traitement s'achète à peine plus cher qu'une boîte d'aspirine. Mais en France, le même comprimé coûte près de 500 €. C'est 70 fois plus cher. C'est 3 mois de traitement pour 50 000 €. Mais ce n'est que les molécules. Là-dessus, il faut rajouter certains patients où on va rajouter de la ribavirine qui est pas très cher, mais qui a quand même un coût. Et puis il y a des patients qu'on a traités au début 6 mois, qui avaient des formes particulièrement sévères. Donc on a flirté avec les 100 000 € le traitement pour un certain nombre de patients, ce qui est quand même énorme en termes de conception. Trouver ma petite famille, pouvoir 50 000 € par patient et plus de 600 millions par an pour la sécurité sociale. Pourquoi les Français payent-ils aussi cher pour se soigner? En France, au Bangladesh et aux États-Unis, j'ai enquêté sur le prix de nos médicaments. Comment sont-ils fixés? Pourquoi certains traitements sont-ils plus chers en France que dans d'autres pays? Pourquoi le prix de nos vaccins pédiatriques a-t-il été multiplié par 5 en moins de 10 ans? Derrière les enjeux de santé publique, je vais découvrir des pratiques dignes d'un polar. Finance, médecine et profit entretiennent parfois d'étonnantes relations. Enquête sur des pilules au goût amer pour les contribuables. À Dhaka, au Bangladesh, cette usine nous a ouvert ses portes, ce qui est exceptionnel. Au bout de ce couloir, un procédé de fabrication ultra sécurisé. C'est un des endroits stratégiques de l'usine. Les ingrédients, que l'on fait venir d'Inde, de Chine et d'ailleurs, sont mélangés ici. Et de l'autre côté, on fabrique les comprimés. Et ensuite, on fait leur compression. Pour guérir un patient, il faut en moyenne 85 de ces pilules. Ici, leur fabrication coûte seulement 100 €. Mais en France, elles seront commercialisées 400 fois plus cher. Le Bangladesh, lui, a décidé de casser les prix face à l'urgence sanitaire. C'est en 2015 qu'on a commencé à produire ce médicament. C'était très important pour nous. Car ici, l'hépatite C, c'est une maladie très répandue et mortelle.
Normalement, chaque pays est obligé de négocier le prix de ce médicament avec un laboratoire américain, Gilead. C'est lui qui détient le brevet du Sovaldi. Le Bangladesh a tout simplement refusé de payer. C'est comme ça qu'il a fait baisser le coût du traitement. Mais en théorie, c'est illégal. La France, elle, paye pour avoir le droit d'utiliser ce brevet. La facture s'élève à plus de 650 millions d'euros par an. Ce prix est-il justifié? Notre pays aurait-il pu payer moins cher? Ces questions, nous allons les poser à celui qui a évalué ce médicament pour les autorités sanitaires françaises. Alors les conclusions sur l'efficacité globale du médicament ont été extrêmement positives. La haute autorité s'est prononcée clairement là-dessus. Nous avions un médicament qui était complètement innovant et qui était plus efficace que tous les autres. Donc il avait de ce fait une bonne note et de ce fait, la discussion se situe à un niveau de prix élevé. Donc là, ils sont en position de quasi-monopole. Et donc il y a une discussion qui s'engage avec les pouvoirs publics sur jusqu'où peut-on aller ou peut-on ne pas aller. Un médicament efficace et innovant, donc plus cher. C'est l'argument du laboratoire. Je vais donc rencontrer son représentant à Paris. Aucun doute, pour lui, le prix du traitement est non seulement justifié, mais il permettrait aussi de faire des économies. Quand vous mettez 25 ans à développer des médicaments dans la recherche et le développement, 10 ans dans le domaine de l'hépatite C, quand vous jetez des dizaines de molécules à la poubelle, vous ne pouvez pas dire simplement c'est quelques centaines d'euros ou je ne sais combien à produire. Ce n'est pas du tout ça. Vous savez, à la fin, c'est des centaines de millions d'euros qui ont été économisés pour la collectivité. Et quand on aura éradiqué les 200 000 virus, enfin les patients, pardon, qui sont atteints par le virus, les 200 000 patients, le coût pour la collectivité, ça sera zéro. Et on aura tous les bénéfices à ce moment-là. Enfin, les bénéfices, ils sont aussi surtout pour vous, non ? Les bénéfices pour la collectivité sont très importants. On pense que c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an qui vont être économisés par la collectivité. Facturer le coût des vies sauvées. Cette idée fait-elle l'unanimité? Les arguments qui sont donnés par Gilead, par exemple, c'est de dire ce médicament sauve des vies, donc au fond, il devrait avoir le prix de la vie. Bon, sauf que quand on achète une voiture, on ne vous vend pas l'ABS au prix de la vie, ni la ceinture de sécurité au prix de la vie. Voilà, donc ni les airbags. Donc si on devait payer les airbags au prix de la vie, ça ferait un peu cher l'automobile. On ne va pas payer les médicaments 1 million d'euros. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut. Mais alors, à quoi correspond le prix du médicament? On voit bien que c'est la spéculation sur les entreprises du médicament qui fait le prix du médicament aujourd'hui plutôt que la composition réelle du produit lui-même. Un prix qui n'aurait rien à voir avec la médecine, mais avec la finance. En 5 ans, grâce au Sovaldi, Gilead a vu son cours de bourse multiplié par 10. Les bénéfices d'années de recherche? Pas si simple. Je vais apprendre que ce n'est pas Gilead qui a découvert cette molécule, mais qu'il l'a achetée à prix d'or à une start-up américaine. Guillaume Bert est analyste financier. Il me raconte les coulisses de cette gigantesque opération financière. Ils avaient identifié au sein de la start-up Pharma7 un dossier scientifique extrêmement intéressant sur une molécule qui s'appelait sofosbuvir. Ouais. Et ils ont vraiment mis le paquet pour racheter Pharma7, c'est-à-dire 11,2 milliards de dollars. Ce qui, à l'époque, avait d'ailleurs un petit peu inquiété les investisseurs qui trouvaient que c'était tout de même un prix d'acquisition élevé. Mais pour Gilead, l'achat du Sovaldi va finalement s'avérer être un très bon placement. On voit ici la courbe des revenus trimestre après trimestre de Gilead. Et on voit vraiment à partir de 2012 cette envolée qui est essentiellement due à Sovaldi. Avec dès le premier trimestre de commercialisation, la barre des 2 milliards de dollars de vente en un trimestre. En 2014, le laboratoire réalise un bénéfice record de 12 milliards d'euros. C'est le prix de 250 Airbus, ou 3 fois le budget d'un État comme le Sénégal. Ces molécules très rentables que les laboratoires se rachètent entre eux ont même un surnom. On les appelle des médicaments financiers. Et certains pays ont contribué plus que d'autres aux bénéfices de Gilead. C'est le cas de la France, où un malade traité au Sovaldi coûte en moyenne 41 800 € à la sécurité sociale.
Aux États-Unis, c'est encore plus. Ils déboursent en moyenne 77 000 € par patient. Pourquoi les Américains ont-ils accepté un tel tarif? Pendant 18 mois, une enquête parlementaire a été menée sur le Sovaldi. L'avocate Linda Dee y a participé. Elle a découvert les méthodes utilisées par Gilead pour augmenter ses prix. Voilà le schéma de calcul qui montre comment le laboratoire a comploté pour savoir à quel prix maximum il pouvait facturer son médicament. Ce document interne du laboratoire explique la stratégie de Gilead. Il n'y est pas question de médecine, mais de marketing. Des sondages effectués dans l'opinion publique américaine, chez les assureurs, les médecins, les patients. Gilead a testé auprès de plusieurs prix possibles pour savoir jusqu'où il pouvait augmenter ses tarifs. Ce rapport montre clairement que le laboratoire a mis au point un système de calcul. Pour chacune de ces catégories, il voulait savoir à quel prix elle se révolterait. Les assurances, les patients, les médecins, le gouvernement, les médias, les autorités sanitaires. Je pense que c'était bien plus que du cynisme, c'était du calcul. Ils ont calculé comment gagner autant d'argent que possible sans que cela provoque une révolte. Le prix retenu correspond à la colonne du milieu. S'il augmentait davantage ses tarifs, le laboratoire estimait qu'il perdrait le soutien de certains leaders d'opinion et qu'il serait violemment critiqué par des groupes de pression. Le prix de vente du Sovaldi n'a donc rien à voir avec les frais de recherche, comme l'affirme le laboratoire. Personne ne sait combien cela coûte au laboratoire de développer un médicament. Personne ne sait quels sont leurs frais. Personne ne sait quelle part de leurs dépenses sont affectées à la publicité plutôt qu'à la recherche. Tout cela est secret et personne n'a accès à ces informations. C'est tellement ridicule de devoir dépenser autant d'argent sans même savoir si le laboratoire respecte les règles du jeu ou si ce sont juste des fous qui facturent des prix astronomiques sans aucune justification. Contrairement aux États-Unis, aucune enquête n'a eu lieu en France sur le prix du Sovaldi. Comment s'est passée la négociation avec les autorités sanitaires? C'est à la ministre de la Santé que je vais poser la question. Si la question c'est est-ce que le prix du médicament est trop élevé, moi je vous dis oui. Je vous dis oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est chaque pays, isolément, qui négocie pour ses médicaments. Et vient un moment où l'industriel, surtout lorsqu'il est seul à produire un médicament, dit, dans les autres pays, on a accepté tel ou tel prix. Si vous n'acceptez pas ce prix, alors moi je ne mets pas le médicament sur le marché. La France non plus n'a pas eu le choix. Le Sovaldi coûte cher. Alors, pour la première fois de sa carrière, le docteur Melin n'a pu soigner que 15% de ses patients. On ne peut plus rien faire. Avant, tous les patients qui avaient une hépatite pouvaient être traités. Aujourd'hui, les coûts de traitement font qu'on nous demande de ne traiter que les patients les plus sévères. On est obligé de trier les malades aujourd'hui. Soigner moins ou creuser plus de déficits? Un dilemme pour les autorités de santé. En 2014, la ministre pose la question à un groupe d'experts. Faut-il prescrire immédiatement et à tous les patients le Sovaldi, malgré son prix très élevé? Les chercheurs interrogés sont favorables à une prescription rapide. Mais je vais me rendre compte qu'ils étaient peut-être sous influence. C'est un pharmacien, lanceur d'alerte, qui me le révèle. Et il y a effectivement des experts, des hépatologues qui, en même temps qu'ils élaboraient un rapport commandé par la ministre sur l'état de la science dans le domaine des hépatites B et C, eh bien, en même temps, au même moment, ces experts étaient rémunérés et de façon très significative par les firmes pharmaceutiques, dont la société Gilead. Gilead voulait rentabiliser au plus vite le Sovaldi. Ses concurrents étaient prêts à sortir des molécules équivalentes, beaucoup moins chères. Une course de vitesse s'engage. J'ai examiné les déclarations d'intérêt des chercheurs qui ont participé à ce rapport. Et voilà ce que j'ai découvert. Parmi les 22 scientifiques qui ont donné leur avis sur la prescription du Sovaldi, 11 ont touché une rémunération de Gilead.
5 autres ont touché des cadeaux. 3 000 € en moyenne en hôtel, billets d'avion et restaurants pour participer à des congrès. Finalement, sur 22 experts, seuls 6 n'ont rien reçu du laboratoire. L'avis de ce comité était-il vraiment indépendant? Je suis allée poser la question au professeur qui a dirigé ce rapport. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à des experts si on sait pertinemment qu'ils sont financés par le laboratoire? Ça pose pas un problème en termes d'indépendance? Non, les experts travaillent avec les industriels du médicament. Pas tous. Les industriels, pratiquement tous. Les meilleurs des experts sont bien sûr sollicités par les industriels du médicament pour avoir leur avis. Donc c'est une coopération qui se fait dans un sens et dans l'autre. C'est pas de la collaboration, là c'est de la rémunération. Mais lorsque vous travaillez, vous êtes éventuellement rémunéré. C'est impossible de trouver des experts indépendants et compétents. Pratiquement impossible. Au total, l'année de la mise sur le marché du Sovaldi, Gilead aura versé 1,5 million d'euros d'avantages en nature à des médecins français. Pour imposer leur prix, les laboratoires cherchent donc à détenir le monopole de certains médicaments. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que le Sovaldi était loin d'être le seul exemple. Dans le monde des vaccins, certains laboratoires ont adopté la même stratégie. Ce jour-là, à Montreuil, près de Paris, Stéphanie a rendez-vous chez la pédiatre pour faire vacciner sa fille âgée de 2 mois. Ça marche. Ça, c'est parfait. Donc, on a l'Infant Rixexa qui permet de protéger contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B. C'est assez chargé, mais c'est bien toléré. Voilà. Prenez-la bien comme ça avec les bras. En France, faire vacciner son enfant est obligatoire. Il bouge pas. Ça y est, c'est bon. Stéphanie fait confiance à son médecin, mais elle a un peu de mal à s'y retrouver. C'est rien. Par exemple, vous, est-ce que vous savez quels sont les vaccins obligatoires? Non, je crois que c'est BCG, non? Tétanos, et je sais pas trop. Les vaccins obligatoires sont diphtérie, tétanos, polio. 3 vaccins seulement sont obligatoires. Or, ce jour-là, la petite fille en a reçu 6 en une seule injection. Les 3 autres ont été rajoutés par le laboratoire sans que Stéphanie ait eu le choix de les acheter ou non. Pendant près de 50 ans, les enfants étaient vaccinés avec le DT polio. Il coûtait 24 € et contenait les 3 vaccins obligatoires. Mais en 2008, il disparaît du marché. Les laboratoires proposent alors un nouveau vaccin contre 4 maladies cette fois, en incluant la coqueluche. Le prix passe à 45 €. En 2014, nouveau changement. Le vaccin proposé contient désormais 5 maladies et inclut certaines méningites. Nouvelle augmentation du prix. En 2015, le vaccin contient en plus l'hépatite B et coûte désormais 120 €. En 7 ans, le prix du seul vaccin pédiatrique disponible a donc été multiplié par 5. On y trouve les 3 vaccins obligatoires, mais aussi 3 autres qui, eux, ne le sont pas. C'est un peu comme si dans nos supermarchés, nous n'avions pas le choix d'acheter nos produits à l'unité et que nous devions forcément les acheter par pack de 6. Exemple, dans cette pharmacie, où tous les jours des clientes cherchent à acheter des vaccins de base, sans succès. Et je voudrais savoir si vous avez ce vaccin. Eh bien non, ce vaccin est en pénurie depuis plus d'1 an en fait. D'accord, et il n'y a pas de possibilité alors, que ça... On n'a aucune information, il n'y a pas vraiment de solution en fait. Il y a énormément de gens qui sont dans cette situation, puisque nous on a un cabinet pédiatre à côté, donc on voit énormément de bébés. Donc c'est une situation qui est un peu dramatique, je trouve. Là, ça commence à poser vraiment de gros problèmes. J'ai cherché dans des dizaines de pharmacies. Et partout, j'ai obtenu la même réponse. Il faut désormais acheter les 6 vaccins. Un surcoût pour la collectivité. Et le problème n'est pas uniquement financier.
Parmi ces vaccins, qui nous sont vendus en plus du DT polio, certains suscitent la polémique. Comme par exemple celui de l'hépatite. Non pas C, mais B cette fois. Au siège français de GSK, un des laboratoires qui commercialise ces vaccins à 6 doses, aussi appelés hexavalents, je suis reçue par 2 dirigeants de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de vente forcée pour certains parents? Disons que aujourd'hui, les parents, c'est vrai qu'ils ont un choix limité. Ils ont un choix limité. Je crois que c'est aussi parce que ça répond à un enjeu de santé publique qui est celui de protéger contre l'hépatite B. Il y a quand même un surcoût. Le vaccin hexavalent est plus cher que le vaccin pentavalent. Encore une fois, c'est pas du tout ce qui dit de nos choix. C'est pas du tout ce qui dit de nos choix. Je préférerais avoir une offre vaccinale complète et globale, afin que chacun, si je puis dire, fasse ses choix en termes de vaccination. Mais ce choix, justement, son laboratoire a apparemment tout fait pour que nous ne l'ayons pas. C'est ce que j'ai découvert sur cette vidéo que je me suis procurée. Elle date de juin 2012. Jean Stéphane, qui a dirigé la branche vaccin de GSK pendant 23 ans, y prend la parole devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer comment il a réussi dans les affaires. Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Et il a commercialisé des vaccins multiples parce qu'il les trouvait beaucoup plus rentables. Cette vidéo-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, je la trouve regrettable. C'est certain que dans l'environnement, des propos de cette nature, vus sur l'angle uniquement économique, posent question, celle que vous soulevez. Je la trouve regrettable en tant que telle, parce que les questions qui sont posées ne sont pas forcément les bonnes, et que ça jette une suspicion de plus sur un modèle économique qui est par ailleurs contesté. Plus cher, ces produits combinés sont aussi soupçonnés par certains patients d'entraîner davantage d'effets secondaires que les vaccins de base. Près de Mâcon, Karine Colombelli en est persuadée. Ce serait juste après avoir été vaccinée que sa petite Lolita aurait commencé à présenter des troubles neurologiques graves. Bonjour Lolita. Bonjour Lolita. Coucou. Ah, tu l'as vu? Regarde. À l'âge de 2 mois, quand on a fait ses examens premier mois, deuxième mois, elle suivait parfaitement du regard, elle avait un très bon tonus. Il me disait que même c'était une petite fille qui évoluait plus vite que les autres, quoi, que vraiment elle était, et je vous dis même elle babillait, et d'un coup tout a disparu. Elle est carrément devenue aveugle pour ainsi dire, quoi. Il n'y avait plus du tout de connexion qui se faisait. Ouais. Bonjour Lolita. Ça va? Oui. Oui, tu crousses toi. Alors, ça va? Karine est loin d'être la seule dans ce cas. Aujourd'hui, plusieurs familles se sont réunies chez elle avec leur avocat, Maître Hartmann. Tout comme Lolita, le petit Owen, 2 ans, aurait lui aussi développé de graves symptômes juste après la vaccination. Et en fait, il y a vraiment eu, c'est vraiment arrivé 3 jours après la vaccination, quoi. Bon, en fait, non, même pas, c'est arrivé tout de suite, puisque il faisait que de dormir. Donc oui. Moi, j'ai pensé que c'était la fatigue normale. En fait, il y a eu les effets immédiats et ensuite vous l'avez amené à l'hôpital chez le médecin 3 jours après. Une vingtaine de parents poursuivent aujourd'hui l'État et les laboratoires. Ils les accusent de ne pas les avoir assez informés sur le contenu des vaccins multiples. On a fait faire cette vaccination sans qu'on ait aucune information ni de quel vaccin allait être pratiqué auprès de Lolita, puisqu'on a découvert ensuite qu'elle avait été vaccinée avec l'hépatite B, par exemple. Et là, effectivement, c'était un choc, quoi.
Selon les autorités sanitaires, les vaccins multiples ne présentent pourtant pas plus de risques que les autres. En fait, dans le cadre de la procédure, je mets en cause également l'État. Ah oui, parce qu'on a quand même un problème, c'est que nous, on a fait notre devoir de citoyen, on a vacciné. Voilà. Si on refuse de vacciner, moi, on m'a déjà essayé de me dénoncer de nouveau aux services sociaux pour non-vaccination. Vu l'état de ma fille, il est hors de question que je refasse vacciner, on est bien d'accord. Mais c'est un vrai problème, quoi. Depuis notre tournage, un drame s'est produit. La petite Lolita est décédée. Il y a 6 mois, une pétition a été adressée à Marisol Touraine pour qu'elle donne le choix aux parents entre plusieurs vaccins. Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La ministre vient d'annoncer une grande concertation pour réformer la politique vaccinale dans notre pays.